Euh, je voulais d'abord vous remercier toutes et tous d'être là ce soir. On va essayer de passer une petite heure et demie pour échanger sur des questions qui nous tiennent à cœur aux uns et aux autres. Je voudrais commencer par vous dire, Simone de Beauvoir nous a laissé un bel héritage. Et ce soir, en introduction, je voudrais la citer. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Alors, crise en chinois, elle nous parle de crise, Simone de Beauvoir, et crise en chinois, il s'écrit avec 2 idéogrammes. L'un signifie danger et l'autre opportunité. Ce soir, avec vous, j'ai envie de penser que cette crise que nous traversons depuis maintenant plus d'1 an, si difficile, si douloureuse soit-elle, elle peut être aussi également une opportunité parce qu'elle a mis en exergue des conditions de vie et de travail négligées, invisibilisées, celles des femmes, les premières de cordée, les soignantes, les caissières, mais pas que, les mal considérées, les toujours mal payées. Ce sont, je vais mettre mes lunettes parce que ce sont ces femmes dont nous allons parler ce soir, ou plus précisément comment notre système économique entretient, maintient ce que nous appelons les violences économiques, inégalités salariales, retraites précaires, etc. Nous verrons que dans la sphère privée aussi, ces violences sont à l'œuvre et installent les femmes dans un état de dépendance. Privée et ou sociétale, ces violences économiques sont les revers d'une même médaille, celle des inégalités entre les femmes et les hommes. Alors oui, j'arrive. Alors oui, je veux croire que cette crise sanitaire est une opportunité pour nous socialistes et donc féministes de nous interroger sur ces faits et de voir ensemble en quoi et comment nous pouvons agir et aller vers plus d'égalité. Et maintenant, je vais céder la parole à nos 2 intervenantes, Cécilia Gondard et Céline Bessières, que je remercie très, très sincèrement d'avoir accepté de nous donner de leur temps pour mieux comprendre ces phénomènes. Avant cela, je voudrais juste vous faire une petite précision. Je vous remercie d'utiliser le chat pour vos questions, pour nous les transmettre. On essaye d'être concis et concise pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer et surtout à nos intervenantes de pouvoir vous répondre. Et maintenant, je leur laisse la parole. Merci beaucoup, Malika. Je commence, hein, c'est ça? Si tu veux. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de voir des camarades que je connais pour certains et pour d'autres non. Et de se connecter ce soir pour parler de ce sujet très sérieux. Moi, je voulais revenir d'abord sur quelques notions aussi historiques, plus larges, pour comprendre d'où on vient aussi collectivement. D'abord, tu as dit qu'on est socialiste, donc féministe. En effet, c'est une campagne qu'on a lancée pour rappeler à tout le monde que quand on est socialiste, on est naturellement féministe. Pourquoi? Parce que le féminisme, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, c'est un principe fondamental à la fois pour notre démocratie et à la fois pour nos valeurs socialistes. Donc, on parle évidemment d'égalité de droit, qui est une égalité formelle, mais aussi de conditions et traitements égaux avec l'égalité réelle. Et je pense qu'on va revenir sur cette notion plus tard, ainsi que d'opportunités égales pour les femmes et les hommes. On parle aussi, et je pense que c'est important, de visibilité, d'autonomie, de responsabilité, de participation égale. C'est notre objectif des femmes et des hommes à toutes les sphères, à la fois publiques et privées. Et je vais revenir sur cette différence, puisque historiquement, les femmes ont été cantonnées à cette sphère privée. Donc, on parle de la notion de division sexuelle du travail. C'est quoi? Eh bien, ce n'est pas le fruit d'une prétendue complémentarité entre les femmes et les hommes, non. C'est bien un rapport de pouvoir qui s'est installé pendant 2 millénaires à travers le patriarcat, avec une division du travail qui se caractérise par l'assignation prioritaire des hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère reproductive, avec une captation évidemment des fonctions à forte valeur sociale ajoutée, comme le politique, le religieux, le militaire, qui a pendant longtemps été réservé aux hommes.
Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces notions-là, puisque après, pour comprendre les inégalités telles qu'on les vit aujourd'hui, notamment dans le monde du travail, il faut comprendre d'où on vient sur tous ces rapports sociaux de classe aux rapports sociaux de sexe, parce qu'on en parle aussi de rapports sociaux de sexe. Donc, ces rapports sociaux de sexe permettent d'analyser aussi l'exploitation du travail reproductif et domestique des femmes par les hommes, et de comprendre un état de fait, d'ailleurs dans le monde, qui ne s'arrête pas aux frontières françaises. Pour vous donner quelques chiffres, dans le monde, les femmes effectuent actuellement les 2/3 du nombre d'heures de travail, donc rémunérées plus domestiques. Elles produisent la moitié des aliments dans le monde. Elles ne gagnent que 10% du revenu total. Et elles possèdent moins de 2% des terres. Donc ça, ce sont les chiffres d'ONU Femmes. Et je suis sûre que Madame Bessière aura beaucoup d'autres chiffres français et une analyse aussi sur les chiffres en France. Donc, de fait, les femmes continuent d'assurer encore aujourd'hui, même si elles ont accès, au moins théoriquement, au marché du travail, les femmes continuent à assurer quand même la grande majorité des tâches domestiques et parentales. Et c'est un travail qui est gratuit et qui n'est pas forcément comptabilisé dans notre système de richesse actuel. Et dans la mesure de la richesse, donc qui n'est pas aussi reconnu par la société, ni sur le plan social, ni sur le plan économique. Un exemple très concret, ce sont les couples de travailleurs indépendants et d'agriculteurs, les femmes d'agriculteurs, les femmes de pharmaciens, les femmes de professions indépendantes de manière générale, qui souvent ne sont pas rémunérées pour le travail qu'elles font. Et au moment des retraites, on a des écarts de retraite importants. Si l'entreprise fait faillite, elles n'ont pas non plus de droit au chômage. Et on a évidemment des écarts de patrimoine, mais je laisse la parole, cet espace-là pour la suite. Mais il faut quand même rappeler que c'est cette violence économique, elle est aussi elle existe à travers ces inégalités entre ce travail domestique qui cantonne les femmes à cette sphère privée. Donc ça, c'est le nœud central un peu de la domination masculine, de les cantonner à la sphère privée et de les empêcher de pouvoir accéder au travail. Et cette exploitation que certains considèrent comme une classe des hommes sur une classe des femmes, on peut appeler ça comme on veut, elle montre quand même que la domination masculine a servi le capitalisme, mais lui préexiste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'on abolit le capitalisme, comme certains le souhaitent, on va régler le problème des inégalités entre les femmes et les hommes. Il faut aller plus finement dans nos analyses et je le dis parce qu'il y a eu aussi des courants de pensée qui ont développé ces principes-là, mais donc ce qu'on entend et ce qu'on lit aussi aujourd'hui, c'est vraiment les dynamiques d'oppression multiples entre le capitalisme, les oppressions patriarcales, racistes, finalement aussi la domination de la nature maintenant. Les écoféministes vont lier tout ça et vont essayer de remettre plus, je dirais, plus en profondeur, remettre en question plus en profondeur notre système économique et le fait qu'il génère ces inégalités. Le féminisme, donc on l'a dit, c'est l'égalité, c'est la recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en tant que socialiste, on le lie aussi à notre idéal d'émancipation individuelle, évidemment, parce que pour nous, l'émancipation des citoyens et citoyennes, l'émancipation individuelle, c'est essentiel. Et créer les conditions de cette émancipation, pour créer ces conditions-là, il va falloir lutter contre les violences faites aux femmes. Alors j'y arrive. Souvent, on sépare les violences faites aux femmes, on pense aux violences conjugales, etc. Et on n'intègre pas forcément que ces inégalités économiques sont aussi des violences faites aux femmes. Et il y a un texte important qui le fait, en fait, pour la première fois, c'est la Convention d'Istanbul. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est le Conseil de l'Europe qui a lancé cette convention. Ça s'appelle, on l'appelle parfois la CEDEF. Si certains d'entre vous étaient à la dernière université qui a eu lieu à La Rochelle, on avait fait un débat sur la Convention d'Istanbul avec la rapporteure au Conseil de l'Europe qui est Zita Gourmay, qui est aussi présidente du Parti socialiste européen des femmes.
C'est une convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui considère que les violences faites aux femmes, y compris les violences économiques, mais les violences de genre de manière générale, sont une violation des droits humains. Donc on a cette perspective aussi universaliste très intéressante du Conseil de l'Europe, qui va donc bien au-delà de l'Union européenne, hein, qui couvre aussi jusqu'à la Russie, etc. Et Russie, Biélorussie, Ukraine, et donc qui travaille à ce que tous ces pays, petit à petit, adoptent et mettent en œuvre cette convention. Et cette convention-là, elle considère que tous les actes de violence sont fondés sur le genre, entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages et souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique et économique. Donc il y a bien les violences économiques dedans. Et notamment, et c'est intéressant aussi de comprendre le lien entre ces différentes violences. Une camarade parlait de la montée des violences conjugales pendant le Covid. On le sait aussi, ces violences conjugales sont très souvent couplées à une perte d'autonomie financière, liée au phénomène d'emprise d'ailleurs, dans les violences conjugales. Et on parle toujours du phénomène de domination financière aussi, qui empêche les femmes en fait de se sortir de cette situation. La moitié des femmes qui sont en situation de violence conjugale, par exemple, n'ont pas d'emploi, sont exclues du marché de l'emploi. J'ai déjà été peut-être un petit peu trop longue, je suis désolée, je voulais revenir sur ces éléments pour qu'on sache bien d'où on vient quand on parle des inégalités. Je lance un petit peu maintenant des sujets pour les discussions pour la suite. Dans les propositions qu'on a pu formuler. Je vous invite à jeter un coup d'œil, si vous ne l'avez pas encore vu, à une contribution qui a été faite pour le congrès de Villeurbanne par le réseau féministe sur des propositions. Dedans, on parle notamment du congé parental, d'une plus grande égalité aussi d'accès au congé parental et au congé de paternité, ce qui supprimerait la discrimination que subissent les femmes à l'entrée sur le marché du travail quand elles sont en âge d'avoir des enfants. Évidemment, on parle de partage des tâches dans la sphère privée qui passe par l'éducation. On peut très bien avoir des politiques éducatives actives là-dessus. Il y a des pays en Europe qui apprennent aux petits garçons et aux petites filles à coudre et à cuisiner. Donc comme ça, tout le monde sait un petit peu le faire en arrivant à l'âge adulte. Des sanctions aussi claires sur les écarts salariaux. Pour moi, il faut une réforme de la fiscalité. Je pense que la fiscalité crée des inégalités. On a une fiscalité problématique en France. Je pense que l'idéal, quand même, c'est d'individualiser l'impôt. La fiscalité française désincite les femmes à travailler, surtout si le mari a un revenu plus élevé, la femme un revenu plus faible. Et c'est quand même très problématique. Et puis, évidemment, ce grand débat qu'on a besoin aussi de mener sur la revalorisation du care, du soin, c'est-à-dire de ce travail gratuit qui est aussi de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de ses parents, de ses grands-parents. Et beaucoup de femmes s'arrêtent de travailler pour le faire. On pourrait aussi les rémunérer. On a commencé un petit peu. Il y a des pays comme la Suède qui cotisent à la retraite pour les femmes au foyer, parce qu'elles ne mettent pas les enfants dans des crèches publiques et que les autorités du coup publiques leur permettent de cotiser quand même à la retraite, même si elles n'ont pas de travail rémunéré. Voilà, c'était pour lancer un petit peu les sujets par la suite. Je suis désolée d'avoir été aussi longue. Merci beaucoup. Non, ne t'excuse pas, il n'y avait pas vraiment, on avait dit 10 minutes, un quart d'heure. On va passer la parole à Céline Bessières. Je vais la laisser se présenter. Allez-y, Céline. Ça marche. Bonsoir. Merci de m'accueillir dans votre discussion. Donc, je m'appelle Céline Bessières. Je suis sociologue, donc professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine et la co-autrice d'un livre qui s'intitule « Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités » avec Sybille Golac, qui est chercheuse au CNRS et qui n'a pas pu être là ce soir. Donc, je vais parler au nom de nous deux et vous présenter un petit peu
notre travail que vous pouvez donc lire dans le cadre de ce livre. Alors, je vais essayer de faire ça en 10 minutes et puis parce que le mieux, c'est de répondre à vos questions. Mais notre travail avec Sybille, ça a été de politiser en fait quelque chose qui passait un peu sous les radars, une inégalité en fait qui était assez peu visible, qui était très peu documentée, qui est l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes. Parce que bien sûr, vous avez toutes et tous déjà entendu parler de l'inégalité salariale, qui existe, hein, qui se maintient, dont on a du mal en fait, qu'on a du mal à réduire, mais enfin, il y a quand même tout un tas de politiques publiques qui cherchent à s'y attaquer. Et l'inégalité salariale, c'est en France aujourd'hui, si on prend tous les hommes et toutes les femmes, c'est 25%. Donc les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Alors après, on va regarder à temps de travail égal, à secteur d'activité égal, à qualification égale, où se loge en réalité tout un tas d'inégalités là-dedans, hein, parce que le fait que les femmes travaillent à temps partiel, ben, c'est une forme, ce qui veut dire salaire partiel, c'est une forme d'inégalité. Mais bon, quand on regarde tout ça à égalité, on arrive quand même encore à 11-12% d'écart salarial. Mais enfin, encore une fois, pour moi, dans les 25% d'écart salarial, il y a de l'inégalité supplémentaire. Et en revanche, cette égalité supplémentaire, elle se joue en fait en grande partie dans la famille. Et il y a une inégalité qui jusque-là avait été assez peu mise sur le tapis de la discussion publique, c'est l'inégalité de patrimoine. Donc le patrimoine, c'est qu'est-ce que vous possédez à un moment donné. Donc c'est le stock, alors que l'inégalité salariale ou l'inégalité de revenus, c'est le flux. C'est qu'est-ce qui tombe chaque mois sur le compte en banque. Et en fait, l'inégalité patrimoniale, eh bien, elle n'est pas du tout en train de se réduire et au contraire, elle s'accroît. Donc, pour montrer ça, on travaille à partir de l'enquête patrimoine de l'INSEE et entre les 2 dernières moutures de l'enquête patrimoine de l'INSEE, qui est 1998 et 2015, on est passé d'une inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes qui est passée de 9 à 16%. Alors, cette inégalité, vous allez dire: «Bon, bah, c'est quand même un peu moins que les salaires, c'est pas si grave». Mais en fait, tout laisse à penser que ça va continuer à s'accroître. On est passé de 9 à 16% en moins de 20 ans. Ça a doublé en moins de 20 ans et en fait, les raisons pour lesquelles ça a augmenté sont des raisons qui vont continuer à s'accroître. Donc je peux les expliquer en en quelques minutes. Si c'était si peu en 1998, c'était parce que, il y avait le poids, de l'institution matrimoniale, du mariage et notamment le fait qu'en France, on a un régime par défaut. C'est-à-dire que si vous passez juste, devant le maire pour vous marier, eh bien, vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquits, ce qui signifie que tous les biens acquis après la date du mariage appartiennent aux 2 époux à égalité. Et ça, c'était un mécanisme qui créait de l'égalité patrimoniale entre les hommes et les femmes. Mais maintenant, si je vous dis qu'il y a de moins en moins de couples qui se marient, qu'il y a de plus en plus de couples qui se séparent, qui divorcent. Quand ils se remarient, ils ne se marient pas sous ce régime par défaut, mais en faisant de la séparation de biens. Et puis aussi les couples les plus riches et les couples où il y a le plus d'inégalités hommes-femmes en termes de revenus et de patrimoine sont les couples qui font beaucoup de mariages par séparation de biens, qui est aussi une forme de mariage, de contrat de mariage qui est en train d'augmenter. Donc c'est pour ça que tous les indicateurs nous laissent à penser que l'inégalité patrimoniale, parce qu'il y a une plus grande individualisation des patrimoines des hommes et des femmes, va s'accroître. Et ce n'est pas une petite question, c'est même une question très importante, parce que dans la société dans laquelle on est, le poids, les politiques de logement social se sont affaiblies. Et ce qui a été privilégié ces dernières décennies, c'est l'accès à la propriété, y compris dans les classes populaires. Donc pour accéder à la propriété, il faut du patrimoine ou bien il faut s'endetter pour acquérir du patrimoine.
Faire des études supérieures, ça coûte de plus en plus cher. Donc, pour ça, eh ben, si vous avez du patrimoine ou si vos parents ont du patrimoine, bah, ça aide. Pour le salariat aussi est en train de s'effriter au profit de nouvelles formes d'indépendance professionnelle. Et pour se mettre à son compte, ben, avoir du patrimoine, ça peut aussi être un sacré coup de pouce. Et puis enfin, peut-être la question la plus cruciale, c'est celle des systèmes de retraite par répartition qui sont vraiment attaqués. Et ces systèmes de répartition, quand ils sont attaqués, bah, ça veut dire qu'il faut capitaliser, donc il faut avoir du patrimoine pour assurer ses vieux jours. Et donc ça, c'est un vrai enjeu, et notamment si vous couplez ça avec ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire l'affaiblissement du mariage comme forme de protection, pour celles qui avaient des revenus, moins importants, bon, pour les femmes qui ont toujours des revenus moins importants que les hommes, bah, vous aboutissez à une situation quand même assez inquiétante, pour les femmes et notamment pour les femmes âgées, dans les années qui viennent. Voilà, là, je vous ai planté le décor. Je veux pas du tout être trop longue, mais pour vous donner peut-être envie d'aller lire le livre, en fait, dans le livre, on s'est intéressé à 2 moments, dans la vie des familles où, il est question de patrimoine, de partage du patrimoine, enfin de répartition du patrimoine. Et ces 2 moments, c'est les successions au sens large, donation, héritage et les séparations conjugales. Donc les moments des divorces ou séparations aussi de couples non mariés. Et en fait, le moment, ce qu'on montre, dans le livre à partir, dans ces 20 ans d'enquête, hein, donc je ne vais pas du tout pouvoir en 10 minutes vous raconter tout ce qu'il y a dedans, mais à la fois à partir des données statistiques qu'on a, mais aussi à partir d'enquêtes qui sont faites auprès des familles. Donc il y a plein d'exemples très concrets dans le bouquin. En fait, on montre que, et puis aussi, pardon, à partir, d'une enquête qu'on a de plusieurs enquêtes qu'on a fait dans les études notariales, auprès des avocats qui font du droit de la famille, dans les tribunaux de grande instance, dans les chambres de la famille des tribunaux de grande instance. Bah, en fait, on montre, 2 choses. Donc on montre que dans les successions, eh bien les filles sont désavantagées par rapport à leurs frères, malgré le code civil 1804, hein. Depuis 1804, les filles sont censées recevoir le même héritage, que leurs frères. Eh bien, dans la France d'aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Donc ça, je pourrais développer si ça vous intéresse. Et c'est entériné par les notaires. C'est des mécanismes, qui ont lieu dans les familles, mais qui sont validés et légitimés et tamponnés, si je puis dire, entérinés donc, par le travail des notaires. Et puis le moment des séparations conjugales, bah, c'est le moment où ça commence à se voir en fait, où se voit d'un seul coup, l'inégalité patrimoniale, où elle explose en fait à la face de la société. Et c'est un des énormes enjeux, c'est quand même la pauvreté des familles monoparentales. Et les familles monoparentales aujourd'hui, c'est des femmes séparées avec leurs enfants qui constituent des bataillons, de la pauvreté aujourd'hui, de la pauvreté contemporaine. Et donc les femmes s'appauvrissent beaucoup au moment des séparations conjugales. Alors dans le bouquin, on essaye de tenir un peu, aussi les classes sociales, c'est-à-dire qu'on montre, on se déplace, on va des familles monoparentales les plus pauvres qui ont vraiment du mal à joindre les 2 bouts jusque, à des familles très riches où il y a beaucoup de patrimoine, et on essaye de voir en fait comment ça se joue dans les différents milieux sociaux. Mais enfin, un point commun, des femmes, c'est qu'elles s'appauvrissent, au moment des séparations conjugales. On ouvre le livre en comparant, la femme la plus riche du monde, qui est, l'épouse de Jeff Bezos, Mackenzie Scott Bezos, et la gilet jaune Ingrid Levavasseur. Et en fait, on montre que donc des milliards et un océan séparent la vie de ces 2 femmes. Mais enfin, quand on regarde ce qui s'est passé au moment de leur séparation pour l'une et pour l'autre, eh bien, elles se sont, nettement appauvries. Alors appauvries pour Mackenzie Bezos, bien sûr, c'est tout relatif, hein. Elle reste la femme la plus riche du monde. Mais enfin, par rapport à son mari, elle s'est fait quand même, avoir dans son divorce, si je peux parler comme ça. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on raconte dans le livre. Et puis du coup, donc le livre est sorti en février dernier. Et
il a été pas mal discuté dans le milieu universitaire, mais aussi un peu plus largement. Donc, je suis ravie de pouvoir en parler avec vous ce soir. Du coup, ça nous conduit aussi, alors on ne le fait pas dans le livre, mais depuis, parce qu'on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens autour de ce thème des inégalités économiques au travail et dans la famille et leur articulation, ben, on a aussi tout un tas de peut-être de propositions ou de, de, oui, de pistes, en tout cas, de pistes politiques pour améliorer les choses. Donc, je ne sais pas si c'est le moment que j'en parle là ou si je le fais après. Maintenant Oui, je vois que Cécilia a l'air de dire oui, mais Malika, peut-être, vous Oui, préférez… on peut maintenant, Oui, on peut prendre une partie, peut-être, j'ai vu que quelqu'un voulait poser une question, c'est Marc, il me semble, et puis vous nous ferez peut-être vos propositions avant. ok, On verra si elles rejoignent, par exemple, les oui, questions qui vont arriver, si ça vous va. oui. Donc, du coup, j'en parle maintenant ou j'ai pas bien compris? On va attendre. On attend, ok. Oui, après les questions, on va voir si ça les… Ok, ça marche, ça marche. On peut passer aux questions si vous voulez. Je veux bien poser la première question, si tu permets, Malika. Mais bien sûr. Moi, j'avais une question, enfin voilà, à toutes les deux, donc peu importe pour la réponse, mais est-ce que vous pensez que la bataille pour voilà, plus d'égalité, pour le féminisme et pour les droits des femmes, elle se situe plus sur un plan d'éducation, d'éducation des plus jeunes dans l'éducation nationale, d'éducation de formation des professionnels de l'État, des fonctionnaires en général, ou est-ce que ça se situe plus sur un plan juridique, législatif, réglementaire? Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui doit plutôt être culturel? Voilà, en tant que politique, est-ce qu'on est sur cette réflexion-là ou est-ce que ça se situe plutôt sur, voilà, sur un plan vraiment plus technique, plus juridique? Voilà. Merci. Qui veut répondre? Oui, moi, je peux répondre aussi, mais… Vas-y, Cécilia. Moi, je pense qu'il faut en effet attaquer sur les deux fronts. Il y a quand même une révolution un peu culturelle à faire sur les inégalités. Pour moi, on va travailler dessus dans le réseau féministe là, mais sur beaucoup d'inégalités en fait. On a besoin de travailler sur l'éducation. Je pense qu'il faut une éducation au consentement et une éducation sexuelle et relationnelle qu'on n'a pas actuellement dans les écoles en France. Il faut une éducation civique. Dans le pays où j'habite, l'éducation civique, elle commence au CP. Donc, à partir du CP, ils ont 2 heures d'éducation philosophique et de citoyenneté. Et dedans, on parle de racisme, d'égalité entre les femmes et les hommes, de discrimination, de handicap, de discrimination croisée. Et ça, je vous parle de ça dès les premières années de primaire. Donc, pour moi, c'est essentiel que si on ne passe pas par l'éducation, et d'ailleurs on l'a vu dans les abécédaires de l'égalité, on a passé plein de réformes pour les droits des femmes pendant qu'on était au pouvoir, et celles qui ont fait, et ce qui a fait le plus criser, c'est l'abécédaire de l'égalité. Dès qu'on a touché à l'éducation, là, c'était fini. Et donc on le voit, c'est un vrai combat, et je pense qu'il y a une grosse marge de progression là-dessus en France. Après, c'est sûr qu'il faut réguler aussi l'économie. S'il n'y a pas de politique volontariste et de sanctions aux entreprises, malheureusement, moi je crois aux quotas, par exemple. Je pense qu'on est le pays en Europe, on est un des 2 pays en Europe avec le plus de femmes dans les conseils d'administration de grosses entreprises du CAC 40, et c'est parce qu'on a passé une loi avant les autres sur les fameux 40%. Donc voilà, c'est mon point de vue, c'est qu'il faut il faut être un peu volontariste en effet et bien régulé. Oui, alors je réponds à mon tour. Pareil, les deux mon général. Alors sur l'éducation, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il me semble que sur vraiment là, la réception qu'il y a de notre bouquin là sur l'inégalité patrimoniale, c'est vraiment frappant à quel point il y a des gens qui sont venus nous voir en disant
oh là là, mais ça m'a fait tellement de bien de lire ça, c'est l'histoire de ma mère, c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma sœur, c'est l'histoire de ma famille. Bon, et c'est comme si, en fait, il y a plein de femmes, en fait, qui sont venues vers nous en nous disant, «C'est mon histoire, c'est, nos histoires» et on avait ça sous le nez et on n'arrivait pas du tout à en faire un enjeu, politique parce qu'à chaque fois, ça paraît comme des histoires familiales particulières. Alors même que, ce sont des enjeux, politiques. Et une des questions, qu'on nous pose, très, très souvent, c'est: «Mais avez-vous, des adresses, des listes?» Donc je me suis dit: «Maintenant, je le disais partout, comme ça, peut-être à un moment, ça va prendre. Avez-vous des listes de professionnels pour nous accompagner?» Notamment, des avocates, des notaires sensibles à ces questions, d'inégalité économique, notamment, très souvent au moment des divorces, mais aussi au moment des héritages en réalité, qui pourraient me défendre, et qui seraient sensibles à ces questions, qui seraient formés à ces questions. Et hem et en fait, ça n'existe pas. Ça existe un petit peu sur, je dirais que ça existe un petit peu sur les violences conjugales, hein, des listes, qui passent comme ça, par les associations féministes. Mais sur les enjeux économiques, en réalité, ça n'existe pas. Et c'est parce qu'aussi, il y a pas les formations. Donc je pense que là, il y a aussi un boulot de formation, des professionnels du droit, aux études de genre, et à ces enjeux, d'inégalité économique. Et à mon avis, ça marchera le jour où il y aura d'un côté des professionnels et de l'autre, des militantes, qui vont se parler et qui vont monter, des formations, qui vont travailler ensemble, qui vont essayer de réformer leurs pratiques. Et en fait, ça peut aller assez vite, parce que, les barreaux, d'avocats en droit de la famille, en réalité, c'est quelques dizaines de personnes à chaque fois localement. Donc il suffit qu'il y en ait quelques-unes ou quelques-uns et quelques-unes, qui fassent bouger les pratiques pour que ça bouge. Donc c'est une forme d'éducation, mais aussi d'éducation des professionnels. Hem Voilà. Et alors, d'un point de vue, juridique et réglementaire, alors nous, ce qu'on dit dans notre livre, c'est que, d'une certaine façon, le code civil, il a été nettoyé de ces aspects, discriminants. Alors ça a mis du temps, hein, quand même, vraiment beaucoup de temps, hein. 1965 quand même, c'est la grosse loi qui permet, aux femmes mariées, d'avoir les mêmes droits sur, leurs biens, et les biens du couple que leur époux. Et en fait, bon, quand on rentre dans les détails, c'est à peu près 1985, le moment où le code civil, donc tout ce qui a à voir avec le droit de la famille et le droit de la propriété, est nettoyé de ces discriminations, de genre. Donc d'une certaine façon, la bataille, elle n'est pas complètement là, mais en revanche, elle est sur l'application du droit, par les professionnels et la manière dont les professionnels du droit et les familles, s'en emparent et l'utilisent. Bon, c'est ce qu'on essaie de montrer dans notre bouquin. Par contre, je suis assez d'accord, avec, ce que Cécilia Gondard a dit, précédemment. Il y a des choses à faire énormes sur la fiscalité. Donc là, je peux rentrer un peu dans le détail si ça vous intéresse. Donc moi, je suis d'accord aussi, sur le fait que, tout ce qui est demi-part, enfin toute la politique familialiste de l'impôt, qui est présentée comme favorisant les femmes, en fait, les dessert dans bien des situations, et qu'une individualisation de l'impôt, ça serait très important. Je vais dire un truc tout bête, hein, mais quand il y a eu la réforme de l'impôt, sur le revenu là, le prélèvement à la source, hem, en fait, il y a 2 options. Il y a l'option, de taux d'impôt personnalisé et de taux d'impôt individualisé. Donc déjà, les termes sont complètement nuls puisque personne ne fait la différence entre personnalisé et individualisé. Bon, mais personnalisé, c'est le taux qui s'applique par défaut et donc que presque tout le monde a conservé. Et ce taux personnalisé, ça veut dire que dans un couple, dans une situation qui est une situation très fréquente, ah oui, j'ai pas dit ce chiffre, mais je veux le dire ce soir, dans les couples de sexes différents, l'écart de revenus moyen entre hommes et femmes, c'est 42. Donc on oublie les 25 que j'ai dit tout à l'heure en disant tous les hommes et toutes les femmes en France. Mais si on prend les couples, c'est 42. Si on prend les célibataires, c'est 9. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui se joue dans la famille quand même, hein.
Et donc, une situation très fréquente, c'est un homme qui gagne 2 fois plus que sa partenaire, que sa conjointe. Bon, et ben avec le taux personnalisé par défaut, l'un et l'autre vont payer le même taux d'impôt sur le revenu. Donc, ils vont payer par exemple 10% ou 9% d'impôt sur le revenu l'un et l'autre. Si on avait un taux d'impôt individualisé, alors on peut le faire, c'est assez facile à faire sur le site de gouvernement impôt.gouv.fr. Le taux individualisé, lui payerait 12% et elle payerait 8% sur ses revenus, ce qui introduirait une progressivité à l'intérieur du couple. Bon, voilà, sauf que comme ce n'est pas l'option par défaut, personne ne le fait. Et donc, du coup, les femmes, elles payent plus d'impôts, en fait, elles payent des impôts sur les revenus. Enfin, c'est parce que leurs conjoints gagnent beaucoup qu'elles vont payer sur leur maigre salaire des taux plus importants. Et ça, alors on peut se dire, bon, mais enfin, c'est des couples, ils partagent, etc. Ils partagent ou ils partagent pas, parce que s'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquis, en effet, finalement, tout ça, ça tombe dans le même pot. Mais s'ils ne sont pas mariés, s'ils sont pacsés, mais dans le même foyer fiscal, donc s'ils sont pacsés, mais le même foyer fiscal, ils font compte commun, compte séparé et patrimoine séparé. Et au moment de se séparer, il y en a un qui aura plus épargné que l'autre. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, mais sur la fiscalité, il y en a plein d'autres. Il y a la question de la fiscalisation des pensions alimentaires. Qu'est-ce qui fait que les pensions alimentaires qui sont versées aux mères qui ont la garde de leurs enfants doivent être déclarées dans les impôts? Donc ça fait qu'elles payent plus d'impôts dessus si elles sont imposables, mais ça veut dire aussi que ça accroît leurs revenus imposables et puis que leur tarif de cantine, leur tarif d'activité pour les enfants, il est gonflé de la pension alimentaire qui est une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Donc ça, on va me répondre, un fiscaliste va répondre: «Ah oui, mais c'est compensé par les demi-parts dont elles bénéficient». Mais ces demi-parts dont elles bénéficient, elles sont selon, c'est pas nécessairement un gain en réalité pour elles. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le système fiscal là, il favorise les pères séparés de la mère de leurs enfants, qui, eux, vont déduire de leurs impôts la pension alimentaire qu'ils versent à leur ex, et qui, s'ils se remettent en couple avec une femme qui gagne moins d'argent qu'eux, ce qui est une situation fréquente, voire même qui refont des enfants, donc ils reprennent des demi-parts, en gros, ça bénéficie à ces hommes les plus riches, au détriment des familles monoparentales, donc aux femmes qui vivent seules avec des enfants. Bon voilà, il y en a plein des trucs comme ça. Qui montrent qu'il y a vraiment des choses à faire sur la fiscalité. Donc là, c'est bien du réglementaire, enfin, je sais pas comment, ouais, du juridique réglementaire. Bon, il y a plein de choses aussi sur la caisse d'allocation familiale, l'allocation de soutien familial, qui pourraient être faites. La réforme de la caisse d'allocation familiale qui a été annoncée là en grande pompe à la rentrée, elle est très en deçà en fait de l'enjeu du non-paiement des pensions alimentaires, des impayés de pensions alimentaires et du soutien aux femmes qui ne perçoivent pas de pension alimentaire. Donc pour vous donner juste une idée là aussi là-dessus, l'allocation de soutien familial, donc c'est l'allocation que perçoivent les mères qui ont la garde de leurs enfants et dont le père ne paye pas de pension alimentaire, soit qui ne peut pas payer, soit qui ne veut pas payer, qu'elle est impayée. Cette allocation de soutien familial, donc c'est à peu près 110 € par mois et par enfant. Si la mère se remet en couple, elle saute. C'est une allocation qui est réservée aux parents isolés. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État considère que les enfants sont à la charge du nouveau conjoint. C'est quand même assez discutable cette idée. Voilà, je m'arrête là. Merci Céline. J'ai vu, c'est Claire qui veut intervenir. Claire Donzel. Tu m'entends? Oui, Oui, merci. vas-y. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Cécilia
à propos, enfin, de l'exemple qu'elle a donné d'autres pays qui prennent en compte le travail gratuit, le travail domestique gratuit. Alors, je suis d'une génération, la génération du MLF. Et on avait effectivement travaillé là-dessus et on avait mis en évidence que tout le travail gratuit dans la famille, s'il fallait payer le nettoyage, le nettoyage du linge, s'il fallait payer tout ça, ça faisait un travail gratuit supérieur au PIB. Et donc, effectivement, on avait mis en évidence que c'était très important. Et puis, alors c'est vrai que notre génération est la génération qui a à la fois, qui s'est battue sur deux fronts, à la fois l'émancipation par rapport à la contraception et l'IVG, et l'émancipation économique, c'est-à-dire le fait de travailler. On est la première génération à avoir travaillé majoritairement, hein, avoir investi la sphère. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvé dans les années 80-90 avec une montée du FN. Et tout d'un coup, on a arrêté cette argumentation de l'argent gratuit parce qu'on a craint que germe dans l'idée du FN, mais pas seulement de lui, l'idée d'un salaire maternel. Puisque ce travail, on va le rendre pas gratuit, mais vous serez payé pour ça. Et ce qui était contraire à notre volonté d'investir la sphère économique. Voilà, je voulais faire cette précision. Merci de m'avoir donné la parole. Merci Claire. Il y avait Claire Durand qui voulait nous faire une petite remarque. Vas-y Claire. Claire Durand-Morel, tu m'entends? Il faut que tu ouvres ton micro. On ne t'entend pas. Bon, en attendant que Claire Vas-y, Abel, tu voulais intervenir. On ne t'entend pas non plus. Catastrophe. Il y a des petits soucis micro. Voilà. Hop. Abel? Non. Claire? Non plus. Bon. Eh bien, voilà. Non, ça ne marche pas. Qui c'est qui a demandé la parole? Je ne vois pas dans le chat. Michel? Ah non, ah d'accord. On peut peut-être prendre la première question, Malika, puis on va essayer de bidouiller pour la question qui a été posée par Claire, la remarque, peut-être si nos deux intervenantes veulent dire un mot. Moi, je peux dire un mot. En effet, c'est une question vraiment très compliquée de qui pourrait payer pour ce travail gratuit. Donc maintenant, il y a des économistes qui continuent à faire ça, c'est-à-dire à le comptabiliser. Alors, elles arrivent, pour la France, les données récentes, c'est évalué à 33% du PIB. Donc, le PIB serait de 33% de plus si on ajoutait tout le travail domestique gratuit, si c'était compté. Et en effet, la question, c'est, enfin, le problème, c'est que toutes les expériences de paiement du travail domestique, notamment par l'État, en fait, sont désastreuses, hein. Donc, il y a eu des expériences en Russie du type salaire maternel. Et en France, on a quelque chose qui n'est pas très, très loin de ça, hein, c'est quand même le congé parental. Le congé parental, c'est pas bien payé, c'est pris à 99% par des femmes. Voilà. Et en fait, le gros problème, c'est à combien on valorise le travail domestique. C'est-à-dire que comme c'est toujours très mal payé, bah, du coup, il y a que soit c'est obligatoirement pour des femmes, soit que seulement des femmes le prennent. Enfin voilà, la question en fait, c'est à combien on le valoriserait ce salaire pour le travail domestique.
on peut imaginer d'autres expérimentations. Par exemple, on pourrait imaginer que ce soit le conjoint qui rémunère le travail domestique réalisé par sa compagne. Et là encore, il faudrait que les taux soient vraiment très élevés pour les dissuader, en fait, enfin, pour faire en sorte, enfin, il faudrait que ce soit payé vraiment très cher pour que le conjoint, en fait, en fasse plus lui-même. Donc, en fait, c'est des expériences un peu, enfin voilà, les formes étatiques ou les formes publiques de prise en charge du travail domestique ont tellement mal rémunéré ça que c'est la catastrophe, parce que ça enferme les femmes dans le domestique. Et il n'y a jamais eu d'expérience où ça serait vraiment si bien payé que du coup, ça serait quelque chose de valorisable, en fait, valorisé et valorisable. Voilà, donc moi, du coup, j'y crois quand même pas trop. Je crois bien davantage à l'enjeu de la répartition, au partage, à tout ce qui peut inciter à ce que les hommes le fassent aussi, en fait. Plus qu'à la rémunération. Ou alors, encore une fois, il faut que cette rémunération soit si élevée qu'elle dissuade les hommes de le laisser aux femmes et qu'elles deviennent attractives. Un petit exemple pour parler d'un dispositif qui existe en France, c'est celui de la prestation compensatoire. Donc, la prestation compensatoire, c'est au moment d'un divorce, donc ça s'applique qu'aux couples mariés, et c'est au moment d'un divorce, donc la prestation compensatoire est censée compenser l'inégalité de niveau de vie qui est née dans le cadre du mariage. Et il est explicitement indiqué que ça doit tenir compte donc de la durée du mariage, mais aussi de la prise en charge, par exemple, du sacrifice de la carrière pour s'occuper des enfants. Enfin, donc là, on pourrait imaginer que le travail domestique pourrait être comptabilisé et indemnisé. Et puis, ce qu'on constate, c'est que pas du tout. Donc, c'est toute une histoire, hein, celle des prestations compensatoires. Mais en gros, depuis les années 2000, les prestations compensatoires, elles sont seulement dans 1 divorce sur 5, seulement dans les couples les plus riches, et elles ont des montants qui sont assez faibles. C'est 22 000 € la médiane. Avant, c'était beaucoup plus élevé. Et c'était un des leviers qu'il y avait de compensation pour le travail domestique réalisé. Et ce levier, en réalité, on l'a perdu. Et parfois au nom du féminisme d'ailleurs, au nom de l'émancipation des femmes sur le marché du travail. Donc voilà, ça c'est un paradoxe. Et on pourrait imaginer, mais c'est un argument qui n'est jamais mobilisé. On dit, il y a beaucoup de juristes et notamment de juges qui nous disent nous, on n'aime pas fixer des prestations compensatoires parce que le mariage aujourd'hui, c'est plus une rente. Et donc, les femmes, elles n'ont qu'à travailler. OK. Mais on n'entend jamais l'argument inverse qui serait de dire s'il y avait des prestations compensatoires très élevées, ça inciterait les couples à avoir chacun leur carrière, à ce qu'il n'y en ait pas un enfin, cette division, ça pourrait attaquer aussi cette division sexuée du travail, parce que ça serait très, très, très coûteux en cas de séparation, s'il y en avait un qui devait comme ça récupérer un pactole de tout ce qu'il avait travaillé. Mais ça, c'est un argument qu'on n'entend jamais. Voilà, donc c'est pour essayer d'avoir un peu d'imagination économique en fait sur ces outils. Claire, tu as retrouvé ton micro? Claire Durand? Non? Non, on t'entend pas. Je vais essayer de retrouver ce que tu nous as dit. Attends, parce que quand même, Claire Durand. Ah oui, alors Claire était intervenue sur le chat, mais vous l'avez peut-être lu, au moment où Céline est intervenue, et elle nous dit sans doute parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes notaires. Alors, je ne me souviens plus à quel moment. Alors, oui, parce que j'ai dit que les notaires entérinaient les successions défavorables aux femmes. Alors, oui, mais je pense que ça ne suffit pas. Donc, en effet, le notariat, c'est une des professions juridiques les moins féminisées. Si on compare par rapport à la magistrature ou par rapport aux avocats. Donc, les magistrates, par exemple, si on prend les magistrats aux affaires familiales, c'est 3/4 des femmes aujourd'hui. Si on prend les avocates, il y a plus de la moitié de femmes qui sont avocates. Chez les notaires,
alors, si vous allez sur leur site, ils vont vous dire qu'ils sont à la parité, mais en fait, c'est un trompe-l'œil. Les titulaires de l'office, donc le notaire titulaire de l'office, on est à peu près à 2/3 d'hommes, 1/3 de femmes. Et en revanche, où il y a des femmes, c'est parmi les notaires salariés. Là, il y a plein de femmes. Il y a une majorité de femmes. Et en fait, ce qui me permet de… Donc, c'est en effet, c'est une des… en effet, ça serait mieux qu'il y ait plus de notaires femmes. Ah oui, et puis je peux quand même vous dire l'écart de salaire entre les notaires titulaires de leur office et les notaires salariés. Donc, la moyenne des revenus des notaires salariés, c'est 2 000 à 3 000 euros par mois. Les notaires titulaires de leur office, c'est 20 000 euros par mois. Donc, on a une belle inégalité là, salariale. Mais en fait, ce qu'on montre dans notre livre, c'est que la féminisation des professions du droit, ça ne suffit pas à renverser les pratiques et les mécanismes sexistes dans les pratiques professionnelles. Et typiquement, l'exemple des juges et de la prestation compensatoire, c'est un bon exemple. Donc les juges, c'est beaucoup de femmes aujourd'hui, et pourtant, elles sont très hostiles à mettre en place des prestations compensatoires. Alors, on l'explique dans le livre, on montre pourquoi. Et les femmes ne sont pas toujours les meilleures amies des autres femmes dans la pratique professionnelle, notamment en matière de prestations compensatoires. Les femmes juges nous ont beaucoup dit que, en fait, elles mettent à distance les autres femmes qui n'ont pas fait carrière comme elles, qui dépendent de leur mari économiquement, et elles éprouvent pas beaucoup de sympathie pour elles et pas beaucoup de compassion pour elles, et elles fixent pas de plus importantes prestations compensatoires, par exemple. Et c'est la même chose pour les pensions alimentaires ou autres. Alors, je suis pas en train de dire que je suis contre la féminisation des professions du droit, pas du tout, mais ça résout pas tout. Je pense que les formations, c'est plus important, enfin, c'est aussi important. Il y a Anne, c'est Reverend, c'est ça? Anne, si tu veux prendre la parole, tu peux. Non, j'avais juste mis un message dans le chat sur la question des prestations compensatoires. Je trouve que quelquefois, ce discours qu'on tient sur la prestation compensatoire, il est parfois contre-féministe. C'est-à-dire que une femme, alors bon, il peut y avoir effectivement besoin d'une compensation, mais on voit des demandes systématiques de compensation, ou pas systématiques, mais on voit des demandes de compensation dans des cas où les niveaux de revenus sont quasiment identiques, et où en fait on se dit, bon, une femme, enfin moi ce que j'ai écrit là, c'est dans le chat, c'est une femme ne se marie pas avec un porte-monnaie en fait, elle fait sa vie et elle est indépendante, et au moment d'un divorce, elle peut dire, ah ben, mon mari gagne un peu plus, alors je vais demander une prestation compensatoire. Moi, je trouve ça contre féministe, parce qu'elle a fait son choix, et que pour le coup, elle n'a pas forcément… Enfin voilà, chacun a sa vie. Et bon, alors je ne parle pas il faut doser les choses et savoir de quoi on parle, mais je trouve que souvent, quand on parle prestations compensatoires, on parle équivalence de porte-monnaie, et finalement, ça va à l'encontre du fait que la vie d'une femme, elle l'a choisie aussi, enfin dans le cas où elle peut la choisir, elle l'a choisie avec une carrière qu'elle choisit, etc. Et en fait, bon, il se trouve que son mari peut gagner plus qu'elle, mais quelquefois, ça peut être l'inverse. Enfin, je voudrais répondre à ça. Je suis pas très claire, peut-être. Si, c'était très clair. Alors, je voudrais répondre à ça. Il se trouve que là, je viens de faire un travail avec l'INA où j'ai repris toutes les archives de l'audiovisuel sur la prestation compensatoire, et notamment aux alentours de 2000, qui est le moment où il y a eu cette loi qui a transformé radicalement les prestations compensatoires. Donc, en fait, avant 2000, l'essentiel des prestations compensatoires était versé en rente, sous la forme d'une rente, et à vie, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'épouse meure.
Ce qui posait un certain nombre de problèmes, notamment de problèmes de dette quand l'époux mourait, cette dette, en fait, elle pouvait être transmise à ses enfants ou à sa seconde épouse. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les reportages qu'il y a eu, mais vraiment tous, ont mis l'accent là-dessus, c'est-à-dire sur des pères, sur des hommes qui se saignaient, s'appauvrissaient pour payer leurs prestations compensatoires, sur les épouses de ces hommes qui mettaient en balance leurs revenus avec la prestation compensatoire versée à la première épouse, voire sur les enfants d'un second lit qui devaient payer la prestation compensatoire de la première épouse. Jamais il y a eu un seul documentaire, j'ai regardé les JT, c'est ça, hein, les archives de l'INA, jamais une seule femme qui la recevait. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très frappant. Et en 2000, le discours pour assemblée à majorité socialiste, hein, d'ailleurs, le discours, parmi les arguments, donc il y avait cet argument que c'était une dette qui se transmettait, que c'était donc un problème, que les divorces se banalisaient, que donc il fallait favoriser la remise en couple des hommes et des femmes. Et exactement ce que vous avez dit, Anne, que les hommes et les femmes avaient fait leur choix, étaient indépendants, que désormais les femmes avaient des revenus et que donc du coup chacun devait pouvoir se séparer et repartir comme ça dans une nouvelle vie de couple. Mais en fait, quand on regarde ça 20 ans après, je pense qu'il faut qu'on ait un nouvel imaginaire et qu'on repense ces questions. Parce que 20 ans après, qu'est-ce que c'est le résultat? Le résultat, c'est que les montants des prestations compensatoires, elles ont chuté. Si on prend la médiane de avant la réforme, c'était plus de 80 000 €, c'est passé à 20 000 €. Donc, ça a chuté en montant. Comme c'est devenu, en fait, la loi, ce qu'elle a fait surtout, c'est que c'est plus une rente, c'est devenu un capital. C'est-à-dire qu'en gros, ça doit être versé au maximum en 8 ans, mais la plupart du temps, c'est versé en une fois. Et en fait, le résultat, c'est que les prestations compensatoires, c'est devenu un truc très minoritaire. Un divorce sur 5, des petits montants. Et surtout, c'est réservé ce qu'on voit, nous, c'est des juges qui disent il ne faut pas que ça entame le patrimoine. Donc, ça ne doit pas entamer le patrimoine de l'époux. Et du coup, les montants sont devenus vraiment très petits. Et on va avoir des situations complètement folles. Je pense notamment à un couple d'horticulteurs où c'est ce que vous décriviez, Cécilia, un peu plus tôt. Donc, elle n'a pas de statut, elle est conjointe collaboratrice. Elle a travaillé 20 ans pour l'entreprise de son mari. Elle n'avait pas de salaire, conjointe collaboratrice. Au moment du divorce, elle perd son emploi, elle perd son logement, elle perd tout. Et on se dit, là, on a un beau cas où une prestation compensatoire devrait être mise en œuvre. Et sauf que le cas dont je parle, c'est un dossier que j'ai consulté dans un tribunal de l'Est de la France. Sauf qu'au moment où elle arrête, où ils se séparent, lui, il fait une dépression. Son entreprise est en faillite et du coup, il n'y a plus le capital, il n'y a plus rien pour verser la prestation compensatoire. Et la prestation compensatoire, elle est de 0 parce qu'il n'y a pas de capital pour lui donner quoi que ce soit à cette femme. Et en fait, la situation que je vous décris là, elle est assez fréquente en fait. C'est-à-dire que la prestation compensatoire, ça va être la petite somme que peut donner l'époux pour compenser en une fois, sans entamer son patrimoine, l'écart de niveau de vie. Mais en fait, ça compense très, très peu. L'écart il y a eu une enquête là récente qui montre que les dossiers où il y a une prestation compensatoire, c'est des dossiers dans lesquels les écarts de ressources entre hommes et femmes étaient de plus de 50% et la prestation compensatoire les ramène à 40%. 40%, on revient toujours à notre histoire que les femmes gagnent 42% de moins que leurs conjoints en moyenne et qu'on est dans une société qui s'accommode de ça. Voilà. Et donc, je pense que là, il y avait un levier du droit qu'au nom du féminisme, au nom de l'indépendance économique des femmes, on a perdu. Et je trouve que, un autre des enjeux, bien sûr, c'est le fait que les prestations compensatoires, ça ne s'applique pas aux couples non mariés. Ce qui est un débat dans certains pays qui a été très peu un débat en France jusqu'à présent. Donc en fait, ce type et en fait, l'argument que vous dites, c'est chacun fait ses choix, etc. Mais alors cet argument du choix,
je peux vous dire que dans les dossiers de divorce, on l'a rencontré tellement souvent. Genre, elle s'est mise à temps partiel, c'était son choix. Bon, c'est compliqué parce qu'on ne renvoie ça qu'aux femmes et c'est quand même des choix qui sont coûteux pour elles et très peu pour eux, en fait, très peu pour les hommes. Donc, en fait, les hommes accumulent comme ça du patrimoine et les quelques mécanismes qu'il y avait protecteurs des femmes, au nom de l'indépendance professionnelle des femmes, on les a perdus, mais sans que les écarts de revenus et de patrimoine, on les ait résorbés. Donc voilà, je trouve que ça soulève des questions. Juste pour préciser ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je suis d'accord avec vous, je pense compensatoire quand il faut compenser le fait qu'une femme ait sacrifié son activité professionnelle au profit ou des enfants ou du mari ou de je ne sais pas quoi, dans le couple et dans la vie familiale. En revanche, la prestation compensatoire, il me semble qu'une femme, elle ne se marie pas avec un niveau de vie ou avec quelqu'un qui a tel type de profession, les yeux fermés, enfin, je veux dire, voilà, c'est ça. Et ça ramène effectivement ce que vous dites au fait que c'est le type d'emploi des femmes, ça ramène au type d'emploi des femmes et au salaire des femmes aujourd'hui, en fait. Qui ferait qu'on compense des niveaux de porte-monnaie qui ne sont pas les mêmes. Mais quand elle n'a pas eu à faire de choix particulier et qu'elle a mené sa carrière, effectivement, on compense, je ne sais pas quoi, on compense des porte-monnaies différents. Mais ces porte-monnaies, s'ils sont différents, c'est bien parce que ça ramène finalement à une question de fond sociétal, c'est-à-dire le salaire des femmes et le type d'emploi qu'elles occupent. Qui est infirmière? Enfin, il y a des infirmiers, mais il y a beaucoup d'infirmières. Il y a des assistants sociales, mais beaucoup d'assistantes sociales qui sont pas très bien payées. Il y a, enfin voilà, c'est une question qui est tellement plus large. Oui. Enfin, si je peux rajouter, Malika? Oui, bien sûr. Oui. C'était juste pour ajouter aussi que il y a plusieurs phénomènes qui se combinent tous ensemble. Mais souvent, quand un des deux part en congé parental ou à temps partiel, on choisit celui qui a le plus faible revenu. Hein. C'est un choix rationnel dans le couple, mais en général, c'est la femme à cause des écarts de revenus. Il faut savoir aussi que les femmes ont une propension à consommer pour les biens essentiels de la famille une partie de leur revenu beaucoup plus importante. C'est un phénomène de toute façon, les revenus plus faibles consomment plus et les revenus plus élevés épargnent plus. Mais c'est aussi qu'elles utilisent une plus grande partie de leur salaire, statistiquement, pour les biens de la famille, pour les couches. C'est pour ça qu'il y a un sujet aussi de fiscalité sur la TVA sur les biens essentiels, parce que ça a un vrai impact par rapport à la consommation des revenus des femmes. Donc, tout ça se combine et fait qu'en effet, on peut arriver à un moment donné à des forts écarts. Sur le congé parental, on n'en a pas beaucoup parlé, ça a créé aussi des écarts de revenus importants. Pour moi, la seule solution, si on veut plus d'égalité, c'est d'avoir un congé de paternité de même aussi long que celui de la mère et aussi bien rémunéré. Et ce sera la seule incitation. Ils ont essayé, on a eu une discussion avec PSE Femmes, avec donc les secrétaires nationales à l'égalité de tous les autres pays européens qui étaient autour de la table, avec les Allemandes qui sont un peu moins radicales que nous dans leur féminisme. On a tout discuté entre nous. Elles ont essayé plein de trucs. Elles ont essayé des incitations où on perdait une partie du congé parental si le père ne le prenait pas, etc. Ça ne fonctionne pas. Tant qu'on ne rémunère pas, voire qu'on ne rend pas obligatoire, puisque en fait tout le monde le prend hein, dans certains pays du nord de l'Europe, tous les hommes prennent leur congé de paternité pendant 3 mois, et ben, c'est la seule solution pour rééquilibrer. Et en plus, les inégalités au sein de la famille dans les travaux domestiques et notamment dans l'éducation des enfants démarrent à ce moment-là, pendant le congé maternité. Hein. Il y a eu des études aussi là-dessus. Donc, en plus, on agirait dès l'origine. Mais c'est sûr qu'on perd quand même du salaire à chaque fois qu'on se met à temps partiel, à chaque fois qu'on se met en congé parental. Et donc, tout ça, il faut créer les conditions d'une égalité
et supprimer les désincitations. J'ai bien noté ton point clair. Je ne suis pas favorable non plus à la rémunération des femmes au foyer, uniquement au fait qu'on cotise à la retraite pour elles, ce qui n'est pas une rémunération, mais ce qui permet quand même de réduire les inégalités en termes de retraite et de carrière. Mais tout ça se combine petit à petit et crée une incitation à ne pas travailler ou à moins travailler quand même pour les femmes. Quand tu veux, s'il te plaît, Malika. Merci. Je vais donner la parole à Pierre parce qu'il y a une question qui nous a été posée par mail, je crois. Vas-y, Pierre. Oui, parce que du coup, si jamais j'en profite pour vous rappeler, vous pouvez nous envoyer des questions à l'avance qu'on essaie de poser ensuite pendant la réunion. Donc là, c'était une question de Lucie Mostro-Lorito. Excusez-moi si j'écorche le nom de famille. Donc, la question c'était, je pense qu'il faudrait prendre en compte financièrement le temps partiel dans le calcul de la retraite, car cela pénalise fortement. La plupart du temps, c'est la femme qui prend le temps partiel. Ne pourrait-on pas prévoir une bonification par enfant en suivant le temps partiel adopté? Les femmes, par leur petite retraite de ce fait, se trouvent dépendantes de leur conjoint, double peine, pénalisation au niveau de la carrière et pénalisation au niveau de la retraite. Cela pourrait s'inscrire dans le cadre de la politique familiale. Comme l'ont compris les pays nordiques, la présence de la mère au foyer est un facteur d'épanouissement et de construction pour l'enfant. Leur politique permet de mieux gérer le temps travail et le temps famille. Voilà. Donc, si vous voulez réagir là-dessus. Cécilia? Sur les pays nordiques? Pardon, j'ai pas entendu la fin. Je peux répéter si vous voulez. Oui, merci. Sans problème. Donc, la question portait sur la manière de financer finalement les retraites pour les personnes qui ont eu des interruptions de carrière ou des réductions de temps de travail. Donc, c'était ne pourrait-on pas prévoir une bonification par enfant suivant le temps de partiel adopté? Et la remarque finale de la personne, c'était, comme l'ont compris les pays nordiques, la présence de la mère au foyer est un facteur d'épanouissement et de construction pour l'enfant. Leur politique leur permet de mieux gérer le temps de travail et le temps de famille. Voilà. Alors oui, par exemple, ils ont un système aux Pays-Bas. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de crèche et que l'État aussi est un peu défaillant sur la garde d'enfants. Mais aux Pays-Bas, c'est assez intéressant parce que du fait que les quelques crèches soient très, très chères, du coup, pratiquement tous les parents se mettent à temps partiel, mais les pères aussi. Donc, la plupart des offres d'emploi, par exemple, on trouve difficilement un emploi à temps complet. La plupart des offres d'emploi sont à 30 heures, un peu plus de 30 heures. Et donc, chacun donne 1 ou 2 jours de sa semaine pour les enfants. Et du coup, ça réduit le nombre de jours à 2 ou 3 jours, le nombre de jours où les enfants sont en garde, quand ils sont tout petits en tout cas. Et c'est pas mal comme système. On discute, du coup, moi j'ai rencontré, moi ma circonscription c'est le Benelux en fait, pour les Français là où j'habite. Et donc je suis beaucoup allée aux Pays-Bas et donc on rencontre tout le temps, tous les couples nous expliquent qu'ils travaillent en gros à 3, 4, 5e et qu'ils s'occupent des enfants le reste du temps. Et les 2 parents font ça. Et y compris dans des jobs, moi je parle de jobs à responsabilité dans des universités et des entreprises. Comme tout le monde le fait, c'est devenu la norme. C'est une bonne solution en effet. Après, comment est-ce que l'État compense sur les retraites du fait de ce temps partiel? Je ne saurais pas dire. Je sais qu'il y a des États comme la Suède, comme je disais tout à l'heure, qui eux, vont compenser pour des mères qui sont au foyer. Et puis après, il y a les congés parentaux à temps partiel, où aussi on continue pendant le congé parental, en réalité, à cotiser à la retraite et qu'on peut se libérer ainsi sans vraiment perdre sur la carrière. Mais on perd évidemment en revenu malgré tout. Bah oui, oui. Joël, et après… Malika, quand tu veux, s'il te plaît, Malika. Merci. Oui, Joël, vas-y. Vas-y, Joël. Ah, tout de suite. Bon, oui, alors, une question qui risque d'être compliquée, mais tant pis. J'aimerais connaître l'avis de ces 2 personnes, entre parenthèses, je les remercie parce que c'est très intéressant. Quel serait, avec un gouvernement de gauche à partir de 2022, évidemment, quels seraient les 2-3 textes immédiats
que nous devrions faire voter par l'Assemblée, qui j'espère serait de gauche, pour essayer de réduire ces inégalités que vous avez notées toutes les deux à juste titre, et évidemment continuer pendant tout le mandat. Mais quels seraient les 2-3 textes immédiats qu'il faudrait faire voter? Je pense que c'est fondamental et il faudrait qu'on essaye de le dire et de le dire très fort pour attirer justement le monde féminin vers le Parti socialiste, entre autres. D'accord. Cécilia et Céline, je vais passer la parole. Merci Joël pour ta question, merci infiniment. Je vais passer la parole à Jacqueline qui voudrait prendre la parole sur ce qui vient d'être dit juste avant. Et Joël, elle répondra à ta question juste après. Oui, je voudrais intervenir sur la discussion sur le choix, le travail des femmes et le choix du travail des femmes. Donc, je pense que parfois, et très souvent, le travail à mi-temps, eh bien, c'est parce que c'est pour élever les enfants, donc il y a une grosse perte de salaire. Si on se pose la question j'ai beaucoup de copines qui sont enseignantes, qu'elles soient profs ou instites, c'est une majorité de femmes et il faut bien se demander pourquoi les salaires des enseignants est si bas. Eh bien, je pense vraiment que c'est parce que ce sont en majorité, maintenant il faut bien le reconnaître, jusqu'au lycée, peut-être pas dans le supérieur, ce sont des femmes. Même les généralistes, les professions médicales maintenant se sont énormément féminisées parce que justement les femmes pouvaient gérer leur emploi du temps et surtout les généralistes. Donc je ne sais pas si vraiment il y a un choix quand le poids d'élever des enfants quand même retombe majoritairement toujours sur les femmes. Et la gestion de la maison, la gestion du quotidien. Alors, on n'épouse pas un porte-monnaie, ça je le reconnais, mais très souvent les femmes mettent leur carrière et le choix de leur carrière entre parenthèses parce qu'elles savent qu'elles doivent élever leurs enfants et s'occuper de leur ménage. Et ça reste quelque chose que je peux constater encore maintenant, même que moi je suis plus âgée, mais même chez les jeunes femmes. Et ça me désole à un point pas possible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Jacqueline. Je vais, dans la continuité de ce que tu viens de dire, Dominique, alors Dominique, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas prendre la parole, mais elle nous a laissé un petit mot sur le chat. Première souvent à faire vivre les clichés de l'éducation, oui. Le rose, le bleu, les jeux et les jouets, les activités, loisirs et sportives. Bien malgré elle, le poids de notre éducation, le poids de siècles de patriarcat. Et concernant le congé paternité, il faut le rendre obligatoire le rendre obligatoire dans la continuité du congé maternité, si possible. Ouais. Qui cotiserait pour les femmes au foyer? Point d'interrogation. Merci Dominique. Et maintenant, il faut répondre à la question de Joël. Quelles seraient les grandes avancées qu'on pourrait mettre sur la table si en 2022? J'ai des idées, mais je préférais que Céline commence en premier. Ça m'intéresse d'avoir des recommandations en fait par rapport aux travaux que vous avez faits. Moi, j'ai déjà une liste une to-do list, comme on dit, de choses qu'on devrait faire, mais ça m'intéresserait bien d'avoir vos recommandations justement. Non, alors j'ai pas un programme pour la gauche tout fait. Peut-être plusieurs points. Bon, il me semble que la question des retraites, en fait, la défense du système de retraite par répartition, pour les femmes, c'est essentiel. Et ça rejoint peut-être un petit peu la question qui avait été posée tout à l'heure sur… en fait, moi, je suis vraiment très inquiète pour les retraites des femmes à l'avenir là. Parce que je m'étais pas mal plongée là-dessus avant le Covid, quand on était en plein dans cette réforme des retraites dont vous vous souvenez qu'elle était censée être super favorable aux femmes, et c'était une catastrophe. Ouais. Vraiment, c'était une catastrophe. Et en fait, là, ce qui est très inquiétant, c'est que une grande partie des retraites des femmes aujourd'hui, c'est des pensions de réversion. Sauf que aujourd'hui, avec les parcours matrimoniaux, en fait, les parcours conjugaux qui font que les couples, encore une fois, se marient moins et se séparent, il y a plein de femmes qui vont arriver
à la retraite en ayant trop peu cotisé, très peu cotisé, et pas parce qu'elles n'ont pas travaillé, hein, parce que en fait, elles ont beaucoup travaillé. Elles ont beaucoup travaillé et notamment à s'occuper des enfants, à faire le travail domestique, mais elles n'auront pas assez cotisé, elles vont vraiment se retrouver avec rien. Donc ça, là-dessus, il y a un vrai, enjeu énorme en fait sur la retraite des femmes et la réforme Macron là, ça a accentué ça encore plus, quoi. Donc voilà, donc la défense du système de retraite par répartition avec un enjeu, féministe, derrière, ça serait vraiment très important. Et puis alors à vous entendre quand même, j'étais un peu, alors là, c'est un peu en dehors de mes spécialités, mais il se trouve que je connais un peu la Suède, et les modèles, du nord de l'Europe, en matière qui sont souvent les modèles donnés en matière de congé paternité, congé maternité, et cetera. C'est quand même des modèles qui reposent sur le fait qu'il y a pas de crèche, il y a pas de mode Ouais. collectif de garde des enfants. Et la Suède, qui est le pays que je connais, un petit peu, ça ne se fait pas du tout, de confier ses enfants aux collectivités avant, en fait, très, très tard, quoi. Et ça, je pense que c'est quand même un acquis en France quand on compare aux pays européens, à la Suisse, à l'Allemagne, et aux pays du nord de l'Europe, c'est d'avoir quand même, des systèmes, collectifs, de garde d'enfants, qui sont vraiment très, très, très importants, quoi, pour les hommes et pour les femmes, en fait, en termes aussi d'émancipation individuelle parce que je pense que c'est aussi important. En fait, mutualiser l'éducation de nos enfants dès le plus jeune âge, c'est pas rien en réalité, enfin, c'est vraiment important. Et quand on se balade dans le monde et qu'on voit que c'est différent, ailleurs, aux États-Unis aussi, hein, très, très peu de systèmes de garde pour les jeunes enfants. Donc ça, je pense que c'est quand même un acquis en France qu'il faut défendre, fortement, quoi, et qui bénéficie aux femmes. Voilà, alors ça fait pas le programme, pour 2022, mais je sais pas, sur les sujets que moi je connais, sur, la réforme, des pensions alimentaires, par exemple, ben, tout simplement, faire du prélèvement à la source au lieu de passer par l'intermédiation optionnelle de la fac. On sait très bien le faire, hein, l'imposition à la source, là, ça y est, c'est fait. Et ben, que les pensions alimentaires, ça soit prélevé directement sur les salaires, et de façon automatique, sans que les femmes n'aient rien à demander. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a constaté, hein, c'est qu'en fait, les femmes sont en situation de demandeuse en permanence. On dit mendiante dans le livre. Elles doivent aller réclamer leur dû, elles doivent aller réclamer la revalorisation de la pension alimentaire, etc. Ça serait automatisé sur la feuille de paye du père, ça simplifierait vraiment la vie de tout le monde. Il y aurait beaucoup moins d'impayés, les femmes n'auraient pas à demander. Voilà, ça, c'est des choses qui pourraient être faites. Voilà, le fait que l'allocation de soutien familial, l'individualisation de la fiscalité et l'individualisation de tout un tas de prestations. Donc là, en ce moment, on discute beaucoup de l'allocation adulte handicapé. Ben, l'allocation de soutien familial, c'est la même chose. Le RSA, c'est la même chose. Voilà, ça serait des mesures importantes, en fait. Merci Céline. Merci. Ouais, Merci, non, c'est bien noté. j'ai noté. Non, complètement d'accord. J'avais alerté en Bureau national sur la question des retraites, notamment une des propositions, supprimer en effet les pensions de réversion pour les femmes divorcées. Ce qui est extrêmement grave. Ça veut dire qu'une femme qui, en effet, est victime de violences conjugales et qui n'a pas travaillé ne pourrait plus divorcer, surtout si son conjoint est un peu malade. Si elle va se retrouver sans rien après. Donc ça, c'était un des sujets sur lesquels j'avais beaucoup alerté. Ils étaient un peu revenus dessus. Mais donc, sur cette réforme des retraites, tout à fait d'accord. Sur la réforme des pensions alimentaires, c'est noté. L'individualisation de l'impôt, j'y suis complètement favorable. J'en ai discuté une fois avec Valérie Rabault, qui était très ouverte aussi sur ce sujet. Et je pense qu'en effet, elle doit s'appliquer aussi sur les
aides sociales. On a des situations un peu ubuesques où des mères qui n'ont pas les moyens de vivre seules avec leurs enfants font une espèce de colocation et que le colocataire, à cause du colocataire, elles ne peuvent plus toucher leurs allocations familiales, ce qui est complètement délirant. On est vraiment dans la spirale de la précarité dont elles ne s'en sortent pas. Pour moi, il faut sanctionner quand même les écarts salariaux en entreprise plus fortement et plus contrôlés. La reconnaissance d'une manière ou d'une autre du travail gratuit, notamment quand il s'agit d'aidants familiaux, on doit encore avancer là-dessus. Le congé paternité, quelqu'un disait obligatoire, j'y serais complètement favorable. Je ne sais pas si on y arrivera tout de suite, mais en tout cas, mieux le rémunérer dans un premier temps. L'allonger, ça c'est pas très difficile, il est très court, et mieux le rémunérer, ce serait déjà une avancée. Et pour moi, l'éducation. On doit vraiment travailler sur l'éducation. Moi, je suis vraiment, comme j'ai dit, hyper favorable à une éducation citoyenne très tôt, sur plein de sujets, et pas uniquement sur l'égalité femmes-hommes, mais entre autres sur l'égalité femmes-hommes, qui, en préadolescence, doit vraiment se transformer en éducation relationnelle et sexuelle. Et ça, c'est vraiment très essentiel. Pour vous donner un exemple, il y a un micro-projet pas loin de chez moi avec les écoles, les lycées autour de, les collèges, pardon, et lycées autour de chez moi, où ce sont les assistantes sociales et psychologues des plannings familiaux qui vont dans les écoles pour discuter avec les jeunes, qui du coup ont une facilité à y retourner au planning familial si besoin un peu plus tard. Donc voilà, il y a plein d'expériences comme ça qui seraient intéressantes à mettre en œuvre. Et pour moi, l'éducation, c'est vraiment essentiel. Aussi préparer les filles à avoir des jobs de garçons. Merci Cécilia. Moi, je voudrais juste témoigner de... Très bien, merci. Merci Joël. Là, depuis que j'ai pris mon mandat, il y en a plusieurs qui le savent, je suis sur l'habitat et le logement. Et on a ce qu'on appelle un groupe technique, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, puisqu'on est en renouvellement urbain sur un très gros quartier du 9e arrondissement. Et lors du premier groupe technique auquel j'ai assisté, on nous a présenté ce qu'on appelle le diagnostic social, puisqu'il y a une énorme barre d'immeubles, d'un immeuble qui est voué à la démolition. On doit procéder au relogement on va avoir, nous, 293 familles à reloger. Donc, on nous a présenté ce diagnostic social. Moi, j'ai écouté très attentivement. Et puis, à un moment donné, je leur ai dit, mais moi, j'ai besoin de savoir où sont les hommes, où sont les femmes. Moi, j'ai besoin d'une approche genrée. J'ai fini par l'obtenir 2 mois après. Je suis très fière de moi. Et finalement, qu'est-ce qu'on finit par constater? C'est que majoritairement, dans cette barre d'immeubles, qui est très ancienne, très vétuste, qui s'adresse à ce qu'on appelle, vous savez, il y a différentes catégories dans le logement social. Le plus bas, c'est le PLAI, au-dessus, bon, bref. On a une majorité de femmes en situation de monoparentalité avec au minimum 2 ou 3 enfants. Donc, moi, juste de ma place et juste sur cette thématique du logement, ce que je constate, et sur juste une barre d'immeubles, hein, et de toute façon, je pense qu'on pourrait le généraliser sur le logement social en général, c'est le logement social, c'est d'abord des femmes seules avec enfants. Et pourquoi? Parce que pas un gros salaire, parce que un travail très mal rémunéré. Et ça, je pense qu'en tant que socialiste, on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas. Donc, ne me demandez pas ce que je vais faire de ce diagnostic genré, j'en sais rien encore pour l'instant, mais je vais demander peut-être de l'aide à 1 ou 2 sociologues pour voir ce qu'on peut en faire. Mais n'empêche qu'on est vraiment dans le concret de ce que nous avons à mettre en œuvre en tant qu'élus. Je ne sais pas encore, mais voilà, c'est qu'un exemple. C'est vraiment qu'un exemple. Moi, il me semble aussi que dans les pistes qu'on devrait absolument suivre, et ça, on l'a entendu à travers ce que nous a dit Céline, c'est la formation des professionnels. Ça me paraît complètement essentiel que les avocats soient formés, que tous ces gens qui tournent autour de l'économie, qu'elle soit sociétale ou qui traitent du privé,
on soit formé, ils soient formés, ils et elles soient formés. Moi, ça me paraît vraiment important. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Claire qui nous dit, Claire Durand-Morel, on ne fait déjà pas ce que la loi prévoit en termes d'éducation sexuelle dans les lycées et collèges par manque de moyens. Bah oui, mais Claire, tu prêches à une convaincue pour l'ancienne assistante. Intervenir là-dessus en collège, lycée. Et puis, je crois que c'est Mathieu qui vient de prendre la parole, non? Non, c'est Abel Gago qui a retrouvé un micro. C'est Abel. Ah, voilà. Tu as retrouvé ton micro, super. Voilà. Ben, vas-y, dis-nous ce que tu as à nous dire. Oui, merci. Et excusez-moi pour tout à l'heure. Voilà, c'est sûr qu'il reste énormément de choses à faire dans l'évolution législative pour qu'on s'approche un peu de cette égalité qui, quand même, depuis la Révolution, est marquée sur tous les frontons des mairies, mais dont tout le monde s'en fout. Enfin, j'exagère un petit peu. Mais quand vous voyez que on essaie de faire payer à la maire de Paris 90 000 € parce qu'elle a embauché beaucoup plus de cadres femmes que d'hommes, eh ben, il ne faut pas se foutre du monde, quoi. J'allais dire, si la seule inégalité qui existait, c'était celle-ci, la vie serait très belle. Je crois que nous sommes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoluer sur le plan législatif, mais que c'est un problème de civilisation véritablement. Et que c'est et de l'éducation et du législatif et la manière dont la justice s'applique à ces inégalités, à ces violences et à tout ça, qu'il faut travailler en même temps. Parce que sinon, vous pouvez faire les plus belles lois du monde, elles ne sont à certains moments appliquées à même pas un quart des possibilités et tout le monde s'en fout. Donc, j'allais dire, il faut quand même que si vous dites à des enfants que vous leur parlez de l'égalité des sexes et qu'ils voient que chez eux, chez les gens qu'ils respectent leurs parents, ça ne se passe pas du tout comme ça, eh ben, soit vous les rendez fous parce que vous leur dites le contraire de ce qu'ils observent. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de l'éducation, il faut le faire effectivement sur tous les plans. Parce qu'il ne s'agit pas seulement j'allais dire, si demain il était prouvé que les femmes étaient 10 fois plus intelligentes que les hommes, ça veut dire que beaucoup de postes à responsabilité, beaucoup plus de la moitié, devraient être confiés aux femmes. Je ne suis pas sûr que l'inégalité aujourd'hui soit liée à la différence d'intelligence entre les femmes et les hommes, mais simplement à la question du pouvoir et à l'image même que nous nous faisons chacun d'entre nous de notre place. Les femmes ne sont pas bien traitées et le problème, c'est qu'elles ne le font pas suffisamment savoir ou pas suffisamment fort parce que d'une certaine manière, pour un certain nombre d'entre elles, ça leur paraît normal. Et c'est ça qu'il faut, c'est les mentalités au fond qu'il faut changer. Ça veut dire évoluer la législation, mais se préoccuper que cette évolution législative se traduise dans les faits, sinon ça ne sert à rien. Je voudrais juste rebondir sur ce que nous disait Claire Durand-Morel, et je connais bien la question. Bien évidemment qu'il faudrait beaucoup plus d'infirmières, beaucoup plus d'assistantes sociales, beaucoup plus… Moi, j'ai connu l'époque où nous étions une par établissement scolaire, une infirmière à temps plein, une assistante sociale à temps plein. Il y a plein de réformes qui sont passées, il y a plein de réductions de moyens qui sont intervenus. Et je sais qu'actuellement, mes collègues, par exemple, celles qui sont encore en poste, elles se partagent sur 3-4 établissements. Quand on a 3-4 établissements scolaires, mais juste pour prendre cet exemple, parce que je pense que chacun d'entre nous, si nous avons un mandat, une intervention, enfin une possibilité de pouvoir, là aujourd'hui, faire quelque chose, on peut le faire. C'est essayer de trouver des moyens. Anne, qui est au conseil, qui est à la métropole, va pouvoir entendre ça aussi. Comment est-ce qu'on peut redonner un peu de moyens à ces personnels dont nous avons besoin, dont Claire Durand-Morel fait partie, pour pouvoir justement assumer, continuer d'assurer cette formation auprès de nos jeunes qui est complètement essentielle. Dominique Bab qui nous dit, dans la continuité de ce que dit Abel, il faut déjà ouvrir les yeux et les sensibilités
aux femmes sur leurs conditions. Oui, bah, tu vois, on aura tenté ça ce soir. Je ne sais pas si on y sera arrivé, mais voilà. Et Anne, tu voulais intervenir à nouveau. Non, c'était juste parce qu'on a parlé effectivement d'éducation sexuelle pour les adolescents. Et je voulais simplement témoigner du fait que j'avais rencontré une gynéco-obstétricienne qui est salariée de la métropole dans une MDM, une maison de la métropole, pardon, et qui reçoit systématiquement les élèves du collège voisin. Et elle dit que ça marche très bien parce que les élèves n'hésitent pas à revenir dans ce lieu-là. Il y a une espèce de relation de confiance, on va dire, et puis une familiarité avec le lieu. Donc, ils reviennent elles reviennent pour des consultations ou même simplement des échanges. Donc, il faudrait effectivement le généraliser ou enfin, en tout cas, le rendre un peu plus fréquent, je pense. Merci, Anne. Je vais donner la parole à Michel Edry. Vas-y, Michel. Oui, merci Malika. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui. En fait, je voulais revenir sur un des propos qu'une de nos intervenantes a évoqué. Et puisque nous sommes dans la phase des propositions que le parti pourrait faire pour notre prochaine réussite aux élections, je voudrais aborder la question qui a été dite tout à l'heure autour des modes de garde et de tout l'intérêt que la France a en offrant effectivement la possibilité aux familles de pouvoir faire garder leurs enfants de très jeunes par rapport aux autres pays, comme je l'ai entendu. Et pourtant, il me semble que nous pourrions évoluer dans ce domaine-là, parce qu'on constate finalement que tous ces modes de garde, tout à fait intéressants au demeurant, font quand même la belle place aux femmes qui travaillent, ce qui est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Mais ça laisse de côté, me semble-t-il, un certain nombre de femmes qui auraient tout intérêt à pouvoir faire accueillir leurs enfants, même si elles ne travaillent pas, pour d'autres raisons, pour des raisons de dépendance, d'être toujours à la maison, de ne pas être autonome sur le plan financier. Et du coup, même si on fait quelques places à ces personnes dans les modes de garde un petit peu multiples, je trouve que nous aurions intérêt à travailler cette question sur la possibilité d'accueillir, si les femmes le souhaitent, à plus long terme, leurs enfants pour permettre à ces femmes, et notamment celles auxquelles je pense dans les quartiers politiques de la ville et souvent en grande difficulté, très très seules face à toutes ces questions. On n'en a pas beaucoup parlé ce soir, même si on a parlé beaucoup de la question économique de la femme, mais il me semble que nous aurions beaucoup à travailler sur ces femmes-là qui sont un peu oubliées, je trouve, et qu'un des axes intéressants à travailler serait l'accueil des enfants dans les crèches, haltes-garderies, dans les centres multi, où on pourrait peut-être leur donner la possibilité d'avoir des places, même si elles ne travaillent pas. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on sectionne beaucoup la femme qui travaille et celle qui ne travaille pas. Et que du coup, on l'oublie un peu, même si économiquement, j'entends bien tout l'intérêt du discours de ce soir, mais il y a beaucoup de femmes qui ne travaillent pas, qui se taisent, qui sont plutôt dans le silence, justement parce qu'elles sont dépendantes. Et il me semble que par le biais de toutes ces structures, on pourrait peut-être ouvrir la porte à une avancée sur la différenciation entre les hommes et les femmes. Et je trouve que c'est très pratique pour certains hommes que de faire en sorte que les femmes restent à la maison pour garder les enfants et du coup ne plus avoir d'horizon et de relations sociales. Et il me semble que par ce biais-là, des relations sociales pourraient s'établir et des voix se dire et des mots qui pourraient être entendus de cette solitude. Voilà un petit peu ce que je voulais apporter au débat. Merci beaucoup, Michel, pour ton témoignage. Il y a Claudine qui voulait intervenir. Elle nous a laissé un petit mot sur le chat, mais vas-y, Claudine, prends la parole. Elle ne m'entend pas. Claudine, si, tu m'entends. Vas-y. Oui, simplement pour revenir un petit peu sur les propos de Michel Edry, il faut savoir que nous, dans notre commune, donc à Fézin,
sur certaines de nos crèches, en tout cas entre autres la crèche qui est avec le centre social, effectivement il y a des places. Alors je vois qu'une personne a dit que les places étaient souvent insuffisantes, mais faut savoir que voilà, il y a une politique qui a été mise en place qui est que effectivement il y a des créneaux et des places qui sont réservées justement pour ces femmes qui ont besoin de souffler par moment. Ou si elles ont un entretien d'embauche. Enfin, voilà. Donc, après, c'est effectivement une politique à mettre en place, mais ça existe dans certaines communes. Et même si les places sont peut-être insuffisantes, elles ont déjà au moins le mérite d'être présentes. Voilà, c'était juste pour dire que ça se fait déjà par ailleurs. Merci. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on généralise. Mais Lucas, vas-y. Je n'arrive pas à ouvrir mon micro, c'est bon. Moi, je suis complètement d'accord avec Michel Edry et je suis d'accord avec cette dame qui vient de parler. Malheureusement, je ne connais pas tous les prénoms, mais c'est vrai que nos quartiers populaires et les femmes des quartiers populaires ont besoin d'oxygène. L'oxygène, c'est la liberté. Je pense que si on ne leur donne pas de liberté de pouvoir sortir de chez eux, ne vous attendez pas à des miracles. Je suis une militante associative depuis des années, donc je peux vous dire que c'est des femmes, c'est des belles âmes. Ouvrons-leur. Nous, en tant que socialistes, je pense qu'on a des choses à porter. Et il faut qu'on arrête, quand on est au pouvoir, de ne rien faire pour ces femmes et pour toutes les femmes. Des images politiques de femmes en plus, aux législatives. Je pense qu'aussi, nous, les socialistes, on a manqué de montrer nos forces. Nous, on se bat à chaque fois pour essayer de voir qu'on gagne, même dans nos partis à nous, on sent que c'est un peu difficile entre les hommes et les femmes. Donc, il faut qu'on donne l'image, il faut que les socialistes aient le courage de montrer que nous, les socialistes, on le fait. Merci. Voilà, c'était juste un témoignage que je voulais porter. Merci à toi. Elle a raison. Joël. Alors, il y a Abel qui nous dit « Quand la gauche présentera la candidature d'une femme à la présidentielle ou comme première ministre, on aura évolué. » Abel, on a déjà eu une femme première ministre, hein, tu as oublié, mais on n'y est pas. Bah si. Et une femme candidate, première femme au second tour de l'élection présidentielle. Voilà. En tout cas, Malika, nos femmes Premier ministre, j'ai qu'est-ce qu'elles laissé en la ont pris, parole. Hein. Pardon, Dominique, tu disais? Je dis, on a déjà eu une femme Premier ministre, mais la pauvre, qu'est-ce qu'elle a ramassé? Excusez-moi l'expression. Hein. Ah bah ça serait encore un autre débat. Mais si vous voulez, on se refait une vision, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. On a plein de sujets à traiter. Je vais relaisser la parole à nos deux intervenantes pour conclure, parce que Pierre me rappelle à l'ordre et il me dit c'est 21h, on a dépassé, donc tant pis, dépassons. Allez-y. Gentiment, j'ai dit ça. Non, mais je sais. Le mot de la fin, alors. Vas-y, le mot de la fin. Non, bah merci beaucoup. Le mot de la fin pour ce soir, pas pour nos combats. Tout à fait. Non, bah, merci. J'en profite surtout pour te remercier, Malika, d'avoir organisé ce débat. Je suis heureuse d'avoir pu écouter aussi Céline Bessière ce soir. C'était très intéressant. J'ai bien noté les propositions des uns et des autres studieusement pendant le débat et en fin de débat. Je crois qu'on est en train de travailler là, je vous le dis du coup en plus en interne. On a eu un débat en bureau national hier sur un premier texte qui a circulé, qui plante un peu les bases du projet concernant les questions de travail. Et donc, je vous confirme que les questions d'égalité femmes-hommes sont bien dedans, qu'on a déjà intégré plusieurs éléments qui ont été évoqués ce soir, et que du coup, je vais faire remonter aussi quelques notes de ce soir à l'équipe qui travaille dessus. Mais voilà, c'était pour vous dire un peu où est-ce qu'on en était par rapport à nos travaux du Bureau national sur ces questions de travail et de projet, et l'intégration évidemment des questions d'égalité femmes-hommes, notamment du travail gratuit et du care aussi, qui se trouve dans ce texte. C'est un peu nouveau parce que je pense qu'on l'oubliait un petit peu dans nos propositions par le passé. Donc voilà, on a des sujets comme ça qui reviennent et c'est positif.
et également sur la sanction des écarts salariaux, par exemple, à travail égal, rémunération égale. Voilà, c'était plus un peu en interne pour vous dire où est-ce qu'on était, qu'on planche aussi sur le sujet en parallèle. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée et encore merci pour l'invitation et puis pour votre présence. Vous étiez nombreux ce soir. Merci à toi, bravo. Continue, camarade. Céline, le mot de la Moi, fin. j'ai rien à ajouter. Je voulais juste vous remercier pour cette discussion qui était très intéressante. Alors, il faudrait nous donner le nom exact du bouquin, s'il te plaît. Ah oui, je le mets dans le pad. Voilà, exactement, pour qu'on puisse l'avoir. Parce que je ne l'ai pas, je vais l'acheter. Capital. Je vais l'acheter. Aux éditions La Découverte. Joël, les autrices, c'est Céline Bessière. Je vais passer un mail à Pierre. Je Comment? ferai passer les références. Je ferai passer les 2-3 références que tu vous es nous gentil, avez données. merci. Et on vous fera un mail générique. Moi, je voudrais vraiment… Très bien à toi, Malika, et très bien aux deux intervenantes. Parfait. Merci, Joël. Mais surtout, merci, continuer. merci à Cécilia et Céline, parce que vraiment, c'était pas gagné, l'organisation de cette soirée. Mais vraiment, mille merci à toutes les deux pour ce que vous nous avez apporté, puis pour tout ce qui reste encore à faire. Et puis surtout, merci à vous toutes et tous d'avoir pris ces 2 heures avec nous. Il y a encore beaucoup de choses. Merci à Jacqueline qui nous suit de Nice. Vraiment, c'était vraiment très bien que tu sois là. Et puis, si vous avez envie qu'on reprenne les choses sur un autre plan, n'hésitez pas à me faire signe. Et puis, vous voyez, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Une petite visio, voilà, un petit lien. Et nous voilà à nouveau tous ensemble. Merci à vous tous. Et puis, j'ai bien entendu Michel, enfin, toutes les petites suggestions et on va les reprendre, Michel. On va les reprendre parce que moi aussi, je suis en politique de la ville et je t'assure que… Merci, Malika. Merci. On a les mains dans le cambouis. Merci. Oui. Merci de reprendre. À bientôt à tous. Merci à tous. Bientôt à tous. Merci. À lundi prochain. Au revoir. Bon courage. Merci. Au revoir et merci. Merci à tous. Merci, Dominique. Ciao. Eh bien, allez, à une prochaine. Ok. Mais dans ces cas-là, on va faire